Ce qui s'est passé hier soir pendant l'attaque. Hier, on a appris qu'Israël avait finalement frappé Daïa. Et la raison de cette attaque reste assez étrange. On ne comprend pas bien ce qui se passe. Ils ont visé Daïa en pensant toucher des commandants du Hezbollah dans un immeuble. Mais apparemment, après l'attaque, ils se sont rendus compte que le bâtiment était vide, qu'ils n'avaient touché personne. En revanche, des civils ont été tués dans les environs. Ensuite, l'Iran a déclaré que si une attaque avait lieu, parce que l'Iran avait prévenu les États-Unis et Israël, s'ils frappaient Daïa, il y aurait une riposte. Hier, je pensais que, puisque aucun commandant du Hezbollah n'avait été touché, l'Iran ne réagirait pas. Peut-être que le Yémen, lui, va répondre à ce qui s'est passé à Daïa. Alors, l'Iran est sorti en disant « Non, on va frapper Israël », comme on l'avait annoncé. Et ils ont tiré quelque chose, comme une vingtaine de missiles, vers le nord d'Israël. D'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'après les images qui viennent d'Israël ou de la région autour, 4 d'entre eux ont atteint leur cible. Ensuite, après l'attaque israélienne, Donald Trump a déclaré « D'accord, vous avez attaqué Daïa, l'Iran vous attaque, point final. Vous n'allez pas attaquer l'Iran, et je ne vous soutiendrai pas si vous le faites. » Puis, Benjamin Netanyahou a dit, comme on le sait, c'est lui qui mène la danse, et il a attaqué l'Iran, qui est en train de riposter en ce moment. C'est une sorte de folie, ce qui se passe. Quelle est votre lecture de la situation en Asie de l'Ouest? Eh bien, c'était totalement prévisible. En fait, on savait que ça se passerait comme ça. On sait que Netanyahou veut entraîner les États-Unis dans une guerre au Moyen-Orient. Il veut que les États-Unis s'engagent militairement avec des troupes sur le terrain. Donc ça, c'est un fait établi. Ça a été dit à de nombreuses reprises. C'est une constante. En réalité, c'est la continuité d'une politique menée par Israël depuis les années 50. Donc, rien de nouveau là-dedans. Maintenant, concernant la situation actuelle, on a vu qu'Israël a sans cesse essayé d'entraîner. Enfin, les États-Unis comprennent qu'ils se sont retrouvés piégés dans ce conflit. On le sait, parce que c'est apparu sur le site du département d'État. Les États-Unis sont intervenus à la demande d'Israël. Plus tard, on a vu dans une interview récente avec Donald Trump qu'il a dit qu'on n'aurait jamais dû être là. Il a reconnu que les États-Unis n'ont rien à faire militairement dans cette région. Et c'est une situation qui a été créée par Israël. Donc tout était déjà clair dès le départ. Et chaque tentative de Donald Trump pour sortir de ce piège a été sabotée par Netanyahou. D'ailleurs, on a vu exactement la même chose à propos de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie. Chaque fois que Donald Trump essayait de faire quelque chose, d'établir une forme de dialogue avec la Russie, l'Ukraine et les Européens réussissaient à saboter cela. En fait, on a des acteurs comme Zelensky en Ukraine et Netanyahou en Israël qui ont identifié Donald Trump comme le maillon faible dans toute la chaîne de commandement occidentale. Et ils essaient d'en tirer parti. Trump a un ego beaucoup trop grand pour reconnaître qu'il a fait une erreur et tout retirer. Il est piégé, non seulement par la situation, mais aussi par son propre ego. Et tout le monde le comprend. Trump est d'une certaine manière prisonnier de lui-même. Et c'est exactement ce que Netanyahou essaie d'utiliser ou de détourner pour poursuivre sa propre politique. Il sait que la situation avec l'Iran et au Liban est allée trop loin et que les États-Unis ne peuvent plus se retirer. Donc, même si les États-Unis veulent au mieux mettre un terme à tout ça, Netanyahou fera tout pour les entraîner encore plus loin dans le conflit. C'est exactement ce qu'on a. Le fait que le bâtiment ait été vide ou non ne change absolument rien. Parce qu'on avait déjà, la semaine dernière d'ailleurs, parlé de la question de Dahiya et des menaces sur Dahiya. Donc ils savaient qu'Israël s'apprêtait à attaquer Dahiya.
Et l'Iran, déjà la semaine dernière, avait menacé Israël de réagir à une telle attaque. Tout était donc clair. La vraie question, c'est pourquoi les États-Unis n'ont pas réagi plus fermement face à Israël, alors qu'ils savaient qu'Israël allait attaquer Daïa. Et ça montre, comme on l'a vu en Ukraine d'ailleurs, que l'Occident, enfin, dans ce cas les États-Unis, mais on peut élargir ça à la gestion européenne ou à la gestion de crise en général, ne part pas d'une évaluation lucide de la situation. Toute cette gestion de crise repose sur l'instinct, sur la réaction à chaud. Et en réalité, ce sont des opérations menées par une seule personne. Il y a bien quelques conseillers ou quelques individus qui peuvent orienter les décideurs. Et on voit ça aussi aux États-Unis. C'est d'ailleurs fascinant de constater que dans toutes les discussions qu'on a vues ces dernières semaines ou ces derniers mois entre les États-Unis et l'Iran, le département d'État semble complètement absent. Le département d'État, comme dans n'importe quel pays, c'est un appareil conçu pour évaluer une situation, pour fournir des éléments de langage, des outils, afin de résoudre les problèmes. Mais apparemment, aux États-Unis, ce rôle-là n'est pas visible. Et on observe exactement la même chose en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et même au sein de l'Union européenne. C'est juste un spectacle mené par une poignée de personnes, Ursula von der Leyen, Kaja Kallas, Keir Starmer, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a l'impression qu'ils réagissent selon ce qu'ils ressentent du conflit, pas selon ce qu'on sait du conflit. C'est sans doute ce qu'eux savent du conflit, mais même pas ce qu'on sait réellement du conflit. J'imagine qu'ils ont des services de renseignement capables de prévoir ce qui va se passer. D'ailleurs, aux États-Unis, on sait que la CIA et d'autres agences de renseignement ont mis en garde contre une attaque contre l'Iran. Ils savaient comment les choses allaient se dérouler. Mais malgré tout, la prise de décision contourne ces avertissements. On se retrouve donc avec un processus de décision extrêmement simpliste, qui écarte toutes les capacités qu'on avait autrefois dans un gouvernement démocratique moderne. Au bout du compte, la décision se concentre dans le cerveau d'un seul individu. Enfin, si on peut encore parler d'un cerveau, mais ça, c'est une autre question, vous voyez. Et c'est exactement là où on en est. Les États-Unis, au lieu de réagir à la situation et de commencer à reprendre la main, semblent rester un instrument, voire un jouet d'Israël. Parce que, comme on le voit, celui qui dirige réellement les opérations dans ce conflit, c'est Netanyahou. Et de l'autre côté, l'Iran comprend que la seule façon de résister, ou plutôt la seule façon de survivre dans cette situation, c'est d'avoir une politique de dissuasion crédible. Et j'insiste sur le mot « crédible », parce que crédible veut dire montrer qu'on a les moyens de répondre, et qu'on a les moyens de répondre avec force, de manière efficace. Mais la crédibilité, c'est la volonté d'utiliser ces moyens. Donc quand Israël menace d'attaquer Daïa et que l'Iran dit « si vous attaquez Daïa, nous devrons réagir », eh bien, ils doivent réagir. Sinon, leur dissuasion ne serait plus crédible. C'est là qu'on se retrouve dans une situation extrêmement dangereuse, parce que cela peut, en réalité, provoquer un effet boule de neige et aggraver encore la situation. Et Israël le sait. Ils savent aussi que, pour garder les États-Unis impliqués dans la région, il faut qu'il y ait une situation sérieuse. Et c'est pour cette raison qu'ils ont poursuivi cette opération au Liban, même s'ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu décidé à la fin de l'année 2024. Et c'est en substance la raison pour laquelle le Hezbollah a dû continuer à se battre, parce qu'Israël n'a pas respecté ses engagements. Cette situation est devenue, disons, une sorte d'amorce. Si on parle d'explosif, pour déclencher une explosion, il faut une amorce. Eh bien, c'est exactement ce que représente le Liban dans ce conflit.
Les capacités d'attaque contre l'Iran sont limitées, mais le Liban reste le meilleur moyen d'infliger des dégâts, de gagner du terrain. En somme, le Liban est l'amorce idéale pour un conflit. Et ils s'en servent pour faire monter le conflit et au bout du compte, pour forcer les États-Unis à s'y engager. C'est tout le mécanisme de cette affaire. Donc tout ça était parfaitement prévisible. Et d'ailleurs, nous l'avions dit. La seule façon de sortir de ce conflit, c'est là toute la conséquence perverse de la situation. Parce que l'Iran, lui, l'a bien compris. Mais je ne suis pas sûr que les Américains l'aient compris, et probablement pas non plus les Israéliens. Pas parce qu'ils en sont incapables, mais parce qu'ils sont trop convaincus de leur propre supériorité. Or, l'Iran a compris que pour sortir de cette impasse, la seule issue serait de détruire complètement Israël, d'obtenir, comme je l'ai souvent dit, une victoire décisive. Et c'est justement ce qu'Israël essaie d'éviter, parce qu'ils savent que s'ils détruisent Israël, ça pourrait déclencher quelque chose d'imprévisible dans la région. Mais pour l'Iran, c'est la seule issue possible, à cause du fanatisme du gouvernement actuel en Israël. À moins qu'il y ait un changement en Israël, avec des dirigeants qui comprennent que nous sommes pris dans une spirale qui ne peut mener qu'à l'escalade, et qu'à terme, à l'effacement d'Israël. Sans ce changement, on continue clairement dans cette direction. Et c'est une situation dont, à mon avis, l'Occident n'a pas pleinement conscience, parce qu'on reste persuadé que l'Iran n'a qu'une capacité de riposte limitée, ce qui est certainement faux. Voilà un peu comment j'évalue la situation. Oui. Donald Trump a dit, juste après avoir vu que les deux camps s'attaquaient, qu'il fallait qu'Iran et Israël arrêtent immédiatement de tirer. Et c'est bien là le problème, Carl. Quand ils ont attaqué Daïa, les États-Unis, enfin Donald Trump, ont déclaré qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Mais du côté israélien, on a dit qu'ils avaient reçu le feu vert de Washington pour frapper Daïa. On a donc deux versions complètement différentes de cette attaque. C'est pour ça que l'Iran a pris sa décision, parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen de contrôler Israël. Eh bien, c'est difficile de savoir qui dit la vérité dans tout ça. Parce que, d'abord, on ne peut pas faire confiance à Trump là-dessus. On ne sait jamais vraiment ce qu'il veut dire. Il est toujours à quelques heures d'un accord extraordinaire, censé arranger tout le monde et résoudre le problème. Chaque jour, il résout un nouveau problème. Mais en réalité, aucun de ces problèmes n'est réglé. Il affirme des choses qui sont manifestement fausses et d'autres du même genre. Donc ça, c'est un aspect, mais c'est aussi une partie de la personnalité de Donald Trump. Il veut montrer, d'une manière assez enfantine parfois, à quel point il est bon, à quel point il est le meilleur, et ce genre de choses. À mon avis, les Israéliens sont, disons, plus dangereux. Parce que il se peut qu'ils aient dit que si l'Iran agit de telle manière, eux continueront. Et peut-être qu'ils n'ont reçu aucune réponse des États-Unis. Alors ils considèrent que les États-Unis ont été informés, qu'ils ont accepté, qu'ils ont donné leur feu vert. Du côté israélien, moi non plus, je ne leur ferai pas confiance. Et je ne sais pas exactement comment ces dynamiques fonctionnent. Ce qu'on comprend, d'après ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, c'est qu'au final, les États-Unis font ce que les Israéliens veulent faire. Point. À cause de pression interne, à cause de nombreux facteurs. En tout cas, la vraie question ici, c'est qu'on aurait dû obliger Israël à revenir à ses frontières. Ou alors, de l'autre côté, puisqu'ils n'ont pas vraiment de frontières, disons à la frontière du Liban, parce que celle-là, au moins, elle est connue. On ne connaît pas celle d'Israël. Mais disons, le long de la ligne verte, celle de 1949.
Dans tous les cas, on aurait dû imposer ça. On aurait dû avoir une mission de l'ONU. Vous savez, si les États-Unis prenaient vraiment la situation au sérieux, ils se seraient, avec d'autres pays, assurés que les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU accepteraient une telle idée. Si les États-Unis étaient d'accord, Israël devrait se retirer jusqu'à la ligne verte et l'ONU devrait faire appliquer un cessez-le-feu. On a déjà la FINUL sur place, qui est composée en grande partie, ou du moins pour une part importante, de troupes françaises d'ailleurs. Et on voit bien qu'il n'y a absolument aucune activité de la FINUL pour empêcher l'avancée des Israéliens, alors que ce serait précisément leur mission. Et ça demande une décision du Conseil de sécurité de l'ONU pour obliger Israël à revenir à l'intérieur de ses frontières. Donc, on a les outils, on a même déjà les troupes déployées sur place. On a déjà un mandat pour ces troupes, mais on ne veut pas l'appliquer. Ce qui veut dire qu'on n'est pas sérieux sur ce sujet. Vous savez, dans toutes les discussions qu'on a, et quand on parle avec d'autres personnes de la situation au Liban, personne ne parle de la FINUL. Pourtant, la FINUL est justement déployée dans la zone où se trouvent les Israéliens, c'est-à-dire entre la frontière sud du Liban et le fleuve Litanie, exactement là où sont les forces israéliennes. Alors, que fait la FINUL? Est-ce que c'est la même situation qu'entre le nord et le sud de Chypre, parce qu'il y a la présence de l'ONU? Eh bien, c'est similaire, mais c'est un autre type d'opération de maintien de la paix. À Chypre, c'est plutôt une mission d'observation du cessez-le-feu en réalité. Mais au Liban, là, on parle vraiment de maintien de la paix, au sens propre du terme, parce qu'il n'y a pas seulement des observateurs, il y a aussi des troupes qui, normalement, devraient être capables de se battre. Et d'ailleurs, elles se battaient autrefois. Ce qui est étrange, c'est qu'on a eu, plus tôt cette année, un rapport indiquant que les forces françaises, par exemple, combattaient le Hezbollah. Donc on voit bien que le mandat de la FINUL a été détourné, non pas pour protéger le Liban, mais pour servir d'instrument à certains pays contributeurs de troupes afin de combattre le Hezbollah. Et bien sûr, c'est aussi très préoccupant, parce qu'on a une force de maintien de la paix censée imposer la paix dans la région et empêcher toute invasion venant d'Israël. C'était d'ailleurs le but initial de la FINUL dans cette zone précise. Elle n'était pas seulement là pour observer, mais aussi pour prévenir. En théorie, elle avait une fonction de prévention et de dissuasion. Et puis, dans cette opération de la FINUL, il y a beaucoup de pays impliqués. Je crois qu'il y en a 10 ou 12, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, un large contingent est composé de forces françaises. Mais, chose assez étrange, le gouvernement français a décidé de qualifier le Hezbollah d'organisation terroriste. Alors, évidemment, ça change tout, parce que si on considère le Hezbollah tel qu'il est au Liban, là-bas, on le voit comme une milice, mais une milice de défense du Liban. Le Hezbollah n'est pas considéré comme une organisation terroriste au Liban. Vous savez, ce n'est pas une partie des forces armées, mais ce n'est pas non plus, disons qu'il a obtenu un statut particulier. Ils ont été acceptés et ils ont un rôle reconnu, celui d'être une structure de défense contre les menaces extérieures. Je vous rappelle que dans les années 80, les accords de Taïf ont été signés au Liban pour démanteler toutes les milices qui se combattaient entre elles à l'intérieur du pays. Mais le Hezbollah n'a jamais été une organisation destinée à combattre d'autres milices au Liban. Le Hezbollah a toujours eu pour mission, pour objectif, de lutter contre les menaces extérieures, en particulier la menace israélienne. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de l'accord de Taïf, le Hezbollah a obtenu le droit de rester en place, alors que les autres milices, elles, ont été dissoutes.
Et avec l'idée que dès que les Israéliens se conformeraient aux résolutions de l'ONU demandant le retrait d'Israël du Liban, alors le Hezbollah se dissoudrait. C'est ça, le mécanisme. C'est pour cette raison qu'au départ, le Hezbollah était considéré par le gouvernement libanais comme un mouvement de résistance ou un mouvement de défense, si vous préférez. Aujourd'hui, comme Israël continue d'envahir le Liban et garde sous son contrôle une partie du territoire libanais depuis 1982. Cela justifie bien sûr la présence du Hezbollah. Et cela explique aussi pourquoi il y a des affrontements constants à la frontière entre le Hezbollah et les forces israéliennes. Et bien entendu, Israël considère le Hezbollah comme une organisation terroriste. Of course, Israel considers Hezbollah as a terrorist organization. But if you look at the history of the movement, if you look at Mais si on regarde l'histoire du mouvement, si on observe la façon dont il s'est développé et la logique du Hezbollah, avec tous ces bunkers et ces tunnels qui sont en réalité des structures défensives, ça montre que le Hezbollah n'a aucune revendication sur Israël. Donc, la définition du terrorisme est tout simplement fausse. Elle ne peut pas s'appliquer au Hezbollah. Mais Israël, dès qu'il veut obtenir le soutien du reste du monde, commence à qualifier certaines personnes ou certains groupes de terroristes. En fait, le terrorisme n'a rien à voir avec la dimension opérationnelle du groupe. C'est lié au soutien politique qu'Israël peut obtenir grâce à cette idée de lutte contre le terrorisme. C'est pour ça que, par exemple, après le 11 septembre 2001, Israël a essayé de redéfinir l'organisation palestinienne comme un membre d'Al-Qaïda afin d'obtenir le soutien des Américains. Il disait « Les Palestiniens ont exactement le même objectif qu'Al-Qaïda pour justifier ce soutien. » Donc c'est un jeu d'Israël qui consiste à utiliser différentes appellations pour obtenir un appui politique et militaire du reste du monde. Et vous savez, quand on dit qu'on lutte contre le terrorisme, on a pratiquement le droit de tout faire. Torturer, tuer des enfants, tout devient possible. Tant qu'on les qualifie de terroristes, tout est permis. Et c'est exactement comme ça que l'Occident a agi en Irak et dans d'autres cas similaires. Vous savez, en Irak aujourd'hui, par exemple, il y a tous ces groupes. Kataeb Hezbollah, Kataeb Imam Ali, et ainsi de suite. Tous ces Kataeb sont en réalité des mouvements de résistance. Ce sont des mouvements de résistance contre la présence militaire américaine en Irak. Mais ils sont considérés comme des mouvements terroristes par les Israéliens, les Européens et d'autres encore. En vérité, ce sont simplement des mouvements de résistance, parce que les États-Unis n'auraient jamais dû être en Irak à la base. On utilise donc le mot terroriste uniquement pour pouvoir les combattre. Et c'est exactement la même chose au Liban. C'est pour cette raison que la FINUL ne peut pas prendre parti pour le Hezbollah, parce que cela reviendrait à prendre parti pour des terroristes. Et vous voyez, c'est pour ça que quand on met en place une opération de maintien de la paix, il faut une présence impartiale sur le terrain. C'est tout l'objectif d'une mission de maintien de la paix. On ne peut pas y participer si l'on considère que l'une des parties qu'on est censé protéger, parce que c'est bien le but d'une telle mission, est une organisation terroriste. Ce n'est pas possible. Et c'est exactement le dilemme dans lequel se trouve la FINUL. C'est aussi le dilemme des forces françaises, qui représentent d'ailleurs un contingent très important. Et c'est aussi un contingent qui fait partie d'un pays membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, ils ont un rôle politique important dans ce dispositif de la FINUL. Mais en réalité, les Français ne sont pas impartiaux là-dedans. Et c'est là qu'on voit à quel point notre manière de gérer les crises est infantile. Quand on écoute Jean-Noël Barrot, l'actuel ministre des Affaires étrangères, on comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui ne saisit pas vraiment ce qu'il fait. Il veut juste traiter ça comme « ce sont des terroristes, ce sont ci, ce sont ça ». Il se contente de coller des étiquettes
de nommer des choses et des gens. It's just naming things and naming people.